TF1. Bonjour à tous, bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1. Je suis votre animateur Abdoussal et ceci est l'épisode numéro 26, aussi appelé l'épisode Daniel Kvyat. Kvyat est en Formule 1 depuis 2014. Lui qui était champion de la série GP3 en 2013, il a fait ses débuts avec Toro Rosso en 2014 et a inscrit ses premiers points en Australie, devenant ainsi le plus jeune pilote à inscrire des points en F1, un record qui sera évidemment battu par Max Verstappen l'année d'après. De 2014 jusqu'en 2019, Kvyat a roulé chez Toro Rosso, chez Red Bull au cours de la saison 2015 jusqu'au Grand Prix de Russie 2016 et est retourné chez Toro Rosso après de nombreux événements, entre autres lorsqu'il s'est fait appeler le torpedo par Sébastien Vettel en Chine sur le podium où il avait fini troisième, et parce qu'il y a eu un accrochage, et lorsqu'il a tapé Vettel pas une mais deux fois en Russie chez lui. Il est retourné chez Toro Rosso et Max Verstappen a pris sa place chez Red Bull. Il a été rétrogradé 2 fois en 2017 aux dépens de Pierre Gasly et de Brandon Hartley avant de perdre son volant en 2018 où il est devenu pilote de développement chez Ferrari. Et en 2019, il est revenu en Formule 1 avec Toro Rosso, un meilleur pilote que jamais, et il a même inscrit un podium lors du Grand Prix d'Allemagne 2019 où il a fini 3e. C'était d'ailleurs le 2e podium de Toro Rosso en F1. Au menu cette semaine, on revient sur le Grand Prix du Mexique. On va parler de la stratégie gagnante de Lewis Hamilton et de celle ratée de Ferrari. On va parler de Max Verstappen, mais pas du bon côté. On va parler de la course à domicile de Sergio Pérez, de la belle performance de Renault. Et pour terminer, je vais revenir sur le Grand Prix du Mexique, sur l'ambiance en tant que telle. Pour cette semaine, je serai tout seul parce que Marc-André et Brian sont occupés avec les études. Donc, je vais rouler seul, comme on dit, faire cavalier seul. Alors, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs, c'est un départ. Avant de parler en long et en large du Grand Prix du Mexique, on va vous donner le classement, en fait le top 10 de cette épreuve mexicaine, 18e ronde sur 21 du championnat du monde 2019 de Formule 1. Alors, après 71 tours, c'est Lewis Hamilton qui a remporté le Grand Prix sur Mercedes devant la Ferrari de Sébastien Vettel et l'autre Mercedes de Valtteri Bottas. Charles Leclerc a terminé 4e alors qu'il partait en pole. En fait, il a hérité de la pole position, mais il a obtenu le point boni pour le meilleur tour. Alexander Albon termine 5e. Max Verstappen 6e, donc les deux Red Bull 5 et 6. Sergio Pérez à domicile termine 7e, donc meilleur des autres. Daniel Ricciardo sur Renault termine 8e. Pierre Gasly a terminé 9e sur la première des deux Toro Rosso. Et Nico Hülkenberg finit 10e. Lui qui, à la base, devait terminer 11e, mais il a fini avec un aileron arrière en moins. Je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard. Sinon, on va passer tout de suite aux évaluations. Alors, hashtag perfo du jour, hashtag contre-perfo du jour et hashtag moment cocasse. Alors, je vous donne tout de suite mes évaluations. Alors,
Perfo du jour, par défaut, Lewis Hamilton. Quelle course il a donné avec une stratégie, disons, dont il n'était pas vraiment sûr. On va en parler un peu plus tard. Sinon, mon autre performance du jour, je vais la donner à Alexander Albon et à Sergio Perez. Albon parce que le pilote Red Bull s'est retrouvé troisième après le premier tour lorsque il y a eu ce contact entre Lewis Hamilton et Max Verstappen dans les premiers virages. Et Albon, lui, on sait que la Red Bull était assez rapide en fin de semaine. Il n'était peut-être pas aussi rapide que Verstappen, mais il a été propre. C'est juste, bon, il s'est retrouvé troisième, il a mis beaucoup de pression sur les Ferrari, ce qui est un peu inhabituel, sachant qu'il n'a pas beaucoup d'expérience en Formule 1, mais il a fait du très bon travail. Le seul problème, pourquoi il finit cinquième, c'est parce que la stratégie de Red Bull, qui l'a fait rentrer beaucoup plus tôt sur 2 arrêts, n'a tout simplement pas fonctionné. Donc, cela aurait pu être son premier podium en F1, mais c'est définitivement sa meilleure course avec Red Bull depuis qu'il s'est joint à l'écurie en Belgique. Sinon, Perez, parce qu'il a fini septième, et mon Dieu, quelle course il a connue. Je vais pas trop en parler parce que, comme je l'ai dit au menu, on va parler du Mexicain, mais septième, une très belle course, une très bonne gestion. Je vais laisser ça là, je vais expliquer cela un peu plus tard. Sinon, ma contre-performance du jour, je vais la donner de facto à Max Verstappen. Comme je l'ai dit, comme je l'ai écrit en fait dans le bulletin de notes du Grand Prix du Mexique, qui est disponible d'ailleurs sur notre site bulletinf1.com. Pas fort, chef. Pour reprendre l'expression très populaire d'Alain Chantelois, chroniqueur sportif à RDS. Et sinon, le moment cocasse, j'hésite entre Max Verstappen, pilote du jour, ou la célébration du podium avec la mascotte du Grand Prix du Mexique, Mario Hachi, qui est en fait un genre de... Peut-être le cousin mexicain du Stig dans Top Gear, qui s'est retrouvé sur le podium avec un bâton à selfie et qui a voulu avoir un selfie avec les trois pilotes sur le podium et Vettel l'a poussé. Ça c'était drôle, en plus c'était capté en direct via la caméra selfie de Mario Hachi. Mais sinon, Verstappen, pilote du jour, il a commis plusieurs bêtises durant le Grand Prix. Pas des bêtises, des erreurs, devrais-je dire. Mais on doit dire que son relais de 65 tours a été vraiment, vraiment bon. Mais ça, je vais vous expliquer cela un peu plus tard. Donc voilà, ce sont mes moments cocasses de ce Grand Prix. Sinon, sur Twitter, on a le très fidèle Francis Paquette qui lui donne sa performance du jour à Hamilton, à Sébastien Vettel qui a fini deuxième et à Sergio Perez. La contre-performance va pour une rare fois à Carlos Sainz parce que oui, pour ceux qui se demandent où se trouve Carlos Sainz, il a fini 13e alors que au premier tour il se retrouvait 4e en se battant avec Lewis Hamilton. Malheureusement, c'est une question de stratégie en fait parce que il y a plusieurs pilotes qui ont roulé avec les pneus durs pour faire un arrêt sur les 71 tours. Et Sainz était un de ceux-là, mais ça n'a tout simplement pas fonctionné. Il s'est retrouvé en reculant dans le classement et c'est pour ça qu'il n'apparaît pas dans le top 10 et pourtant c'était une occasion en or pour McLaren de consolider cette quatrième place. L'écurie est encore quatrième, mais c'est juste que c'était pas une bonne fin de semaine pour l'écurie orange. Et en plus de cela, t'as Lando Norris qui a abandonné parce que son arrêt au puits était raté et au bout d'une trentaine de tours plus tard, l'écurie a décidé
retiré de la course une bonne fois pour toutes parce qu'il n'y avait plus d'enjeu. Et son moment cocasse va au vote du pilote du jour. Donc, Verstappen, pilote du jour, parce que c'est clair que c'est un concours de popularité. Et il a fait une belle référence à la vague orange, évidemment, une référence politique suite aux élections fédérales au Canada en 2011, lorsque le nouveau Parti démocratique, le NPD, avait été élu à l'opposition du gouvernement conservateur de Stephen Harper, mené par Jack Layton. Il y a eu une grosse vague orange au Canada, surtout au Québec. Donc, c'est un beau comparatif qu'on peut dire avec toute cette armée orange de fans de Max Verstappen qui vient des Pays-Bas et dont l'orange est la couleur nationale. Donc, voilà pourquoi Verstappen est le pilote. C'est un moment cocasse parce que Verstappen est le pilote du jour. Sinon, en attendant, je vais vous donner le pilote du jour sur Facebook. En attendant, ce que je peux vous conseiller, si vous voulez participer à la conversation ou vous donner vos évaluations, en fait, vous pouvez le faire sur Facebook, sur notre page Facebook à Le Bulletin F1. Le Bulletin F1 dans la barre de recherche. Sinon, vous pouvez le faire sur Twitter at Le Bulletin F1 en un seul mot. Alors, voilà, je l'ai trouvé. Alors, on a sur Facebook Alain Léon qui nous dit « Perfo du jour, Hamilton, Sergio Perez et Max Verstappen. » Parce que oui, je dis que c'est ma contre-performance du jour, mais comme j'ai dit, un relais de 65 tours sur la même gomme, c'est très très bon. Il est revenu 6e, au moins il a marqué des points, mais soyons honnêtes, c'était pas la position finale espérée pour Verstappen. La contre-performance du jour à l'équipe Ferrari, incluant ces deux pilotes, ça, je trouve c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que oui, Ferrari finit 2e et 4e, mais ça aurait pu être tout simplement un doublé Ferrari. Je vais expliquer aussi un peu plus tard. Et finalement, le moment cocasse, le selfie mariachi qui se fait repousser par Sébastien Vettel sur le podium. Ça, c'était un beau moment. Mais pour vrai, les célébrations du podium étaient bien réussies. Avec la voiture de Lewis Hamilton et le pilote et Hamilton lui-même qui sont soulevés au podium grâce à un chariot élévateur. C'était très bien fait, comme c'est l'habitude au Mexique, mais le mariachi, c'était un peu trop. Il était un peu trop intense aussi. Et je savais pas d'ailleurs que il était aussi intense que le Stig dans Top Gear. Bon, allez, trêve de bavardage et de plaisanterie aussi. Passons maintenant à quelques points que je voudrais revenir sur le Grand Prix du Mexique. Tout d'abord, il y a la stratégie gagnante de Lewis Hamilton. Hamilton, d'ailleurs, c'est qui a permis à Mercedes de remporter sa 100e victoire comme constructeur en Formule 1 cette fin de semaine. Il n'était pas supposé gagner. Et il avait la chance aussi d'être couronné champion du monde des pilotes s'il devait remporter la course et que Bottas devait terminer 4e. Ce qui n'a pas été le cas. Mais encore là, je pense que Hamilton va prendre cette victoire parce que la Mercedes n'avait pas la voiture pour se battre pour la victoire. On allait plus avoir un duel entre Red Bull et Ferrari. Mais non, c'est Hamilton qui arrive, qui gagne. C'est sa première victoire au Mexique depuis 2016. Sa deuxième d'ailleurs sur le circuit mexicain. Mais c'est la stratégie en fait qui a fonctionné. Parce que Hamilton s'est arrêté pour passer au pneu
dure. Parce qu'il est parti avec la gomme médium. Et il pensait s'être arrêté un peu trop tôt. Un peu trop tôt, oui. Mais avec le contact qu'il a eu avec Max Verstappen dans le premier tour, dans les premiers virages, il a été obligé de modifier son style de conduite parce qu'il y a eu un dommage sur le plancher de la voiture. Je pense qu'on a vu une image de la Mercedes avec un bout de plancher manquant. Donc, avec la circulation d'air, en fait, le peu de circulation d'air qu'il y a, évidemment, il fallait garder une stabilité sur la voiture du 44. Donc, Hamilton a été obligé de modifier son style de conduite pour lui permettre de bien conduire et surtout de bien gérer ses pneus. Donc, c'est pas vers le 10e tour, non, que je disais, mais c'est au tour 24. Donc, c'est à peu près, c'est presque une cinquantaine de tours. Non, c'est moins que ça. C'est 47. C'est 47 tours sur les pneus durs. Les 47 tours sur les pneus durs, alors que lui, il est parti en médium. Donc, il pensait s'être arrêté trop tôt parce que Ferrari est allé sur une stratégie à 2 arrêts. Mais Hamilton a fait tout ce qu'il fallait. Oui, je sais qu'on l'a entendu se plaindre disant est-ce que mes pneus vont être corrects? Je sais pas si on a fait la bonne stratégie. Il y a les plaintes, mais il y a le travail qui vient avec. Et Hamilton l'a fait. Surtout avec son ingénieur de course de remplacement, Monsieur Dudley, parce que Peter Bonington, alias Bono, alias Kettenderles, n'était pas là parce que il était encore au Royaume-Uni pour subir une opération chirurgicale. Donc, il n'était pas là au Mexique et il ne sera pas là aux États-Unis. Donc, il y a une relation entre le pilote et l'ingénieur qui est très très bonne. Et Hamilton a réussi à le faire de brillante manière avec Monsieur Dudley. Donc, ils ont trouvé un moyen de calmer Hamilton. Et Hamilton a trouvé un moyen de bien gérer sa course. Parce que c'est bien beau d'être rapide et tout, mais c'est de pouvoir rallier l'arrivée en un seul morceau. Et c'est ce qu'il a fait. Bon, avec un seul morceau global, il en a perdu des petits bouts. Mais moi, je dois dire, Hamilton a été vraiment, vraiment excellent. C'est juste dommage qu'il n'ait pas pu clore ce Grand Prix avec le championnat parce que Bottas en arrière a été excellent. Lui aussi, d'ailleurs, Bottas, je ne l'ai pas dit, mais pour moi, il a une mention honorable comme performance du jour parce que samedi, à la toute fin des qualifications, dans le dernier virage, il va taper violemment le mur. Et ensuite, on l'entend en train de respirer fort tellement que le contact avec non seulement le mur de béton, mais avec les barrières Tech Pro était intense. Il a eu presque le couple soufflé. Donc, il est resté dans sa voiture pour reprendre ses esprits. Il a même dit avoir eu quelques douleurs au genou. Je compatis avec lui, évidemment. Et il est parti 6e malgré tout. Il s'est qualifié 6e. Et lors de la journée du dimanche matin, l'écurie a réparé la voiture. Et je pense sur Twitter, Mercedes a fait part de toutes les pièces qui ont été changées sur la voiture de Bottas. Et je pense que ça ne rentre pas dans un seul tweet. Je pense qu'il y en a eu 3 ou 4. Mais c'est fou à quel point il a réussi à transformer une 6e place avec un accident en plus en une belle 3e place. Une très belle performance. Malgré un petit contact, un contact avec Max Verstappen dans
dans le stade, dans le Foro Sol, l'ancien stade de baseball, mais il s'en est très bien tiré. Et il s'est même rapproché de Sébastien Vettel et de la deuxième place. Donc, imaginez, Mercedes aurait pu repartir de Mexico City avec un doublé possible. Qui l'aurait cru? Et justement, je veux parler de Ferrari parce que, boy, on a revu les bonnes vieilles habitudes de la Scuderia, des erreurs de stratégie à gauche et à droite, et au Mexique, ça a été le cas malheureusement. Surtout que la Scuderia avait obtenu euh, la, un doublé lors des qualifications. Leclerc premier, Vettel deuxième. Ils ont été très brillants lors des premiers relais. Mais malheureusement, je pense que ils sont restés trop fixes sur leur stratégie de 2 arrêts. Et on l'a vu, encore une fois, Mercedes a été plus intelligent en y allant avec un seul arrêt. Ils ont utilisé la gomme médium on va dire finalement au bon moment. Alors, moi je pense que Ferrari, ce qui est regrettable, c'est qu'ils ne prennent pas assez de risques. Et c'est ça qu'ils sont, c'est ça qui est c'est ça, disons, qui leur a coûté une belle lutte pour le championnat. C'est parce que ce sont des décisions trop fixes. On réagit, soit on réagit pas ou on réagit trop tard. On réagit pas au bon moment. On ne sait pas c'est quand le bon moment. Oui, il y a eu quelques éclats. Ça, il faut le reconnaître. Mais Ferrari a été tout simplement trop fixe sur leur stratégie. C'est pour ça que Mercedes est est la meilleure équipe justement parce que ils savent prendre les risques au bon moment et sont capables d'admettre qu'ils ont eu tort. Et ils sont capables aussi de motiver leurs pilotes. Quand on est rendu même à entendre Charles Leclerc dire on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça, je suis désolé, mais c'est dommage de voir que les pilotes sont obligés de douter de la stratégie à la fin quand il y a plus quand la course est terminée, quand ils ont perdu. Heureusement, Sébastien Vettel, lui, a fait mieux. Il a décidé de rester plus longtemps. Euh, disons, prolongé son temps de piste avant de s'arrêter. Et là, il est allé pour une stratégie d'un arrêt. Mais c'est ça le problème que je dis. C'est ça le problème, je pense que ils auraient dû s'arrêter avant Hamilton. Parce que si ça l'était avant, peut-être qu'on aurait eu une bataille Ferrari contre Hamilton ou Ferrari contre Mercedes. Parce que oui, Vettel a mené parce que Leclerc s'est arrêté et Hamilton s'était déjà arrêté. Bon, oui, je dis les pneus médiums de Vettel étaient encore bons. Mais si tu veux t'assurer de gagner la course, sois plus stratégique que ton adversaire. Et ça, Ferrari ne l'a pas fait. Et malheureusement, en plus, le deuxième arrêt de Leclerc, justement, je vais revenir sur ça. Leclerc, son deuxième arrêt a été long. Ça lui a coûté 4 secondes. Oui, Leclerc a bien fait de rattraper Bottas, mais il a fait une petite erreur au virage 4. Je me souviens plus à quel tour, mais qui a ruiné ses chances d'un podium possible. Alors, de voir Ferrari passer d'un 1-2 en qualification à un 2-4 contre des adversaires qui n'étaient pas de taille pour ce Grand Prix, ça me laisse perplexe. Je pense qu'ils vont devoir se gratter la tête beaucoup plus de fois. Essayer d'être plus... en fait, ils devraient opter pour des risques plutôt que d'y aller by the book. À la lettre. Voilà. Donc,
c'est dommage pour Ferrari parce que il y avait une opportunité de victoire et ils l'ont manqué. Comme en Russie, comme en Australie, ben en fait, comme dans plusieurs Grands Prix cette saison, où normalement ils étaient de taille. Donc, peut-être que on ne sait pas si à Austin ils vont avoir la chance de se reprendre, mais Ferrari doit vraiment prendre des risques. S'il y a un pilote, en fait, s'il y a quelqu'un qui sait prendre des risques, c'est Max Verstappen. Enfin, il en prend des bons, mais surtout des mauvais. Et malheureusement, Max Verstappen en a pris de très mauvais risques. Surtout lors de la séance de qualification. Parce que je vous ramène à samedi, Verstappen obtient la pole position de facto avec le drapeau rouge sorti dans les dernières secondes avec l'accident de Bottas. Donc, Verstappen, en principe, devait partir premier devant Charles Leclerc, Sébastien Vettel et Lewis Hamilton. Mais, en qualification, en fait, après les qualifications, lors de la conférence de presse officielle avec les journalistes, il a dit qu'il n'a pas ralenti lorsque il y avait un drapeau jaune agité dans le dernier virage. Il a dit tout cela candidement, pas une mais deux fois, parce qu'il a dit, je pense aussi, dans la zone mixte, après la conférence de presse, qu'il n'a pas ralenti. Et ça lui a coûté très cher, parce que ça lui a coûté 3 places sur la grille, donc il est parti 4e, il a perdu la pole position, et même le record du tour officiel, parce que il a battu, je pense, d'un millième le temps de Daniel Ricciardo qui avait obtenu la pole l'an dernier. Mais comme c'est un tour qui a été réalisé dans des conditions illégales, c'est un tour officiel, non officiel. C'est un record de piste non officiel. Donc le record appartient encore à Daniel Ricciardo et même dans Sky Sports, après la course, lorsque les deux se sont amusés à s'interviewer, allez voir ça, c'est très drôle, c'est sur Twitter, Facebook. Mais il a dit à la blague, je détiens encore le record du tour. Ça aurait pu être à Verstappen, mais s'il n'avait pas ralenti, je pense qu'il serait parti en pole. Et c'est ça qui m'a dérangé personnellement. Parce que je me dis, pourquoi il est allé? Pourquoi il est allé? Parce qu'il était déjà assuré de la pole. Il y a eu l'accident, il y a eu le drapeau jaune. Parce que les signaleurs électroniques, les signaleurs électroniques ont été détruits à cause de l'accident de Bottas. Donc, les commissaires de piste ont été obligés de sortir le drapeau jaune traditionnel. Or, Verstappen a décidé de continuer. Et il le savait en plus. C'est ça qui me dérange. C'est qu'il savait ce qu'il faisait. Et c'est pas la première fois qu'il l'a fait. Parce qu'il a déjà été pénalisé l'an dernier en Russie pour ne pas avoir ralenti sous les drapeaux jaunes. C'est une règle fondamentale dans la course automobile. Lorsqu'il y a un drapeau jaune, tu dois ralentir. On a tellement parlé de sécurité cette année. Et là, t'as Max Verstappen qui en est à sa 5e saison en Formule 1 qui nous fait ce genre d'acte-là. Comme mon superviseur m'a dit cette semaine, quand tu fais 2 fois la même erreur, on n'appelle plus ça une erreur. On appelle ça une bêtise. Et Verstappen en a fait toute une. Puis ça lui a coûté cher parce que ça lui a coûté la victoire, une chance de gagner le Grand Prix du Mexique. Ça, c'est une grosse partie. Les autres, c'était lors de la journée de dimanche. Parce que, il y a eu cet accrochage, ce contact avec Hamilton lors du premier tour, dans les virages 2 et 3, là, lorsque les deux se sont touchés. Il y a eu la crevaison
qu'il a lui-même causé en essayant de dépasser Valtteri Bottas dans le stadium, ce qui a ruiné toutes ses chances de finir dans le podium minimum top 4 même. Puis là, il touche légèrement Kevin Magnussen. Heureusement, ça a été sans conséquence. Mais quand tu regardes ça, il- moi, on a souvent dit, Max Verstappen, cette année, depuis le Grand Prix de Monaco 2018, il est devenu mature. Bon, hormis quelques, hormis quelques erreurs, dont l'histoire du drapeau jaune en Russie et l'altercation qu'il a eue avec Esteban Ocon au Grand Prix du Brésil l'année dernière. Mais personnellement, globalement, j'ai trouvé Max Verstappen beaucoup plus mature dans son approche. Malheureusement, il est revenu à ses vieilles habitudes. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que bon, c'était la chance d'obtenir sa pole après l'avoir perdu de très peu l'année dernière au départ de Ricardo. Mais c'est pas une excuse. Et justement, pour revenir à ça, il avait pas besoin d'y aller un peu plus parce que il était déjà assuré de la pole. Leclerc avait fait une faute et Vettel a ralenti justement. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il a ralenti pour justement rester safe pour lui, pour les commissaires et pour Valtteri Bottas. Donc, ce qu'il a fait, c'est pas très bien. Et même Ross Brown, je pense, dans sa chronique sur le site officiel de la Formule 1, dit que Verstappen doit apprendre de ses erreurs. Et je pense qu'il n'a pas le choix parce que s'il veut devenir un champion du monde, il doit changer un peu sa mentalité. Je dis pas je dis pas qu'il doit changer son style, complètement son style de pilotage, mais il faut qu'il pense. Parce que c'est bien beau d'effectuer des dépassements euh, agressifs comme il aime les faire, mais il y a des conséquences. C'est un peu la même chose qu'on a vu avec Charles Leclerc. Leclerc, il était un peu tendre. Il a décidé d'élever son agressivité un peu plus d'un cran, d'un cran. Il a fait. Là, quand il a vu que c'était un peu trop, il a baissé un petit peu. On va voir ce que ça va donner parce que ce dont je parlais, c'était le Grand Prix du Japon. Donc, c'était avant le Mexique. Donc, il faut savoir jauger son agressivité. Et évidemment, rester dans les règles. Parce que tu peux pas te permettre d'être au-dessus de tout le monde parce que tu es le plus rapide. Tu veux montrer que tu es le plus rapide et tout, là. Non. Il faut qu'il se calme un peu, là. Parce que déjà, il s'est fait ramasser par Lewis Hamilton et par Sébastien Vettel parce que ces deux disent quand Max Verstappen est là, il faut prendre des précautions parce que on sait jamais ce qui peut se passer avec lui. Et c'est pas la première fois que Verstappen et Hamilton se sont accrochés. L'année dernière, au Bahreïn, il y a eu contact entre les deux. Et Verstappen a été le grand perdant dans tout ça. Et Hamilton a même qualifié Verstappen de dickhead. Donc, ça vous donne un peu une idée de ce que Verstappen représente pour plusieurs. Donc, si tu veux avoir le respect total, peut-être des fans, mais aussi de tes confrères de pilotage, il faut que tu sois prévoyant, que tu laisses un peu d'espace. C'est tout ce que j'ai à dire parce que c'est clair que Hamilton, Vettel et probablement Bottas vont être plus prévoyants. Ils vont essayer de se tasser un peu plus pour éviter d'avoir des contacts au cas où Verstappen devrait se montrer agressif. Mais tout ça pour dire que, comme je l'ai écrit dans le bulletin de notes du Grand Prix du Mexique, pas fort, chef. Pas fort. Mais quelqu'un qui a été très fort, c'est Sergio Perez. À la maison, en plus. Parce que Sergio Perez, lui, est monté
Ben, en fait, il s'est qualifié 11e, donc à la porte des points, ben, à la porte du top 10. Heureusement, il avait un choix de pneus supplémentaires, puisque je dois vous rappeler que le top 10, ceux qui ont terminé dans le top 10 en Q2, doivent partir avec le pneu avec lequel ils ont effectué leur tour rapide. Or, Perez a effectué un très bon départ. Il a bien géré ses pneus. Et il a même résisté à une attaque assez tardive de Daniel Ricciardo sur la Renault. Ce dernier est sorti de piste au virage 1 avant de revenir au virage 3. Mais moi, je dois dire, Sergio Perez offre toujours du bon spectacle à Mexico. La Formule 1 est revenue sur le circuit Hermanos Rodriguez en 2015. À chaque fois, Perez a été très bon. Et ça, je dois dire, il sait se mettre en spectacle. Et je pense que les fans en sont très reconnaissants. Je dois dire, et en plus, c'est son meilleur résultat à Mexico parce qu'il avait déjà fait une 7e place en 2017. La seule fois qu'il a abandonné, c'était l'année dernière, mais c'était sur des problèmes mécaniques, donc quelque chose dont il n'était pas responsable. Mais je dois dire quand même que Perez a fait du très bon travail, un très bon départ, une bonne gestion de pneus. Comme c'est son habitude, Perez c'est quelqu'un qui est capable de faire durer des pneus beaucoup plus longtemps que vous pouvez le penser. Et en plus, il finit le meilleur des autres parce que 7e, c'est comme finir premier dans la Formule 1.5. Parce que t'as le top 6, t'as les Ferrari, Mercedes, Red Bull, puis t'as tout le restant du peloton derrière. Donc, une très bonne performance du Mexicain. Et je dois dire vraiment, l'écurie Racing Point est très content d'avoir prolongé son contrat jusqu'en 2022. Juste avant que je parle de Renault, je veux offrir une mention très honorable à Pierre Gasly parce que le pilote français euh, a souffert de tourista, donc il a eu une diarrhée et a quand même permis à Toro Rosso de se qualifier dans le top 10 et en plus de terminer dans le top 10. Il a terminé 9e. Bon, il a été promis 9e grâce à la pénalité de son coéquipier Daniel Kvyat. Mais il a été vraiment bon. Et je pense que le fait qu'il soit revenu avec l'équipe junior de Red Bull, ça lui a donné un second souffle. Depuis la Belgique, il est constamment dans les points. Il offre toujours de belles performances. Il est rapide. Il fait de la bonne gestion des pneus comme Perez, justement. Et là, il permet au moins à Toro Rosso de rester dans la course à la 5e place contre Renault. Donc, vraiment, le français a été très impressionnant malgré une tourista ou, comme ils aiment ça le dire, la revanche de Montezuma, un des dieux de la mythologie mexicaine. Mais en revanche, son coéquipier Daniel Kvyat, c'est quel dommage, quelle belle performance ruinée par un accrochage dans le tout dernier tour, au tout dernier virage du circuit. Parce que dans le dernier tour, il accroche la Renault de Nico Hülkenberg qui se retrouve presque sans aileron arrière. Et pourtant, il était dans les points. Euh, c'était lui qui était devant Gasly. Il avait fait une belle stratégie, un des rares pilotes à avoir fait fonctionner une stratégie à 2 arrêts. Et là, il arrive, malheureusement, revient comme Verstappen à ses vieilles habitudes, décide de clipper, ça c'est en anglais, d'accrocher Hülkenberg. Euh,
Ça aurait pu... Ça fait un peu mal. Si je dis que ça fait du bien de voir Gasly dans les points pour la course à la cinquième place, voir que Fiat faire ce genre d'erreur, c'est un peu une bêtise aussi, là. C'est dommage. Parce que ça aurait pu donner un peu plus de pression à Renault pour mieux performer. C'est bon, ce qu'ils font déjà. Mais c'est juste triste de voir que Fiat presque tout ruiné pour Toro Rosso. Bon, parlons maintenant de Renault. Parce que les derniers jours avant le Grand Prix du Mexique, c'était pas de la tarte. Parce que avant le Grand Prix du Mexique, on a appris que les deux pilotes, Daniel Ricciardo et Nico Hülkenberg, avaient été disqualifiés du Grand Prix du Japon en raison d'un système automatique de frein qui n'était pas conforme aux règles sportives. Tout ça découlant d'une plainte de Racing Point faite après le Grand Prix du Japon. Euh, et justement, je vais parler un peu de ça avant de parler de la performance des deux Renault à Mexico. La raison pour laquelle, justement, Renault a été disqualifié, c'est plus dans l'aspect sportif. Sur l'aspect technique, le système est légal aux yeux de la FIA. C'est plus dans l'aspect sportif parce que c'est bel et bien écrit noir sur blanc. Tout pilote doit conduire une Formule 1 sans une aide au pilotage. Donc, c'est pour ça que Renault a été disqualifié, parce que c'était, c'était un système qui était calibré, je pense, de manière pratiquement automatique. Et c'est pour cela, en fait, que Renault s'est fait prendre. Parce que c'était un système qui était calibré automatiquement, donc c'était pas par les pilotes comme tout le monde le fait en fait. Mais sur le plan technique, c'est légal. Donc, ils peuvent le garder sur la voiture, mais il faut que ce soit calibré en mode manuel. Et, et tout ça, en fait, ce qui est surprenant, en fait, c'est plus l'histoire après. Parce qu'on a eu toutes sortes de révélations. Parce que ce qui fait encore plus mal, c'est que c'est un de leurs anciens collègues chez Renault qui a été recruté cet hiver par Racing Point qui a dévoilé toute cette affaire. Ensuite, il a transmis aux membres de la conception de la voiture, entre autres avec le directeur technique de Racing Point, Andrew Green. Il a même envoyé une vidéo prise depuis le casque de Daniel Ricciardo sur un GoPro. Et euh, il montrait en fait que le dispositif de freinage permettait au pilote d'utiliser un peu moins son volant pour régler tous les dispositifs de freinage. Et bon, c'est quelque chose qui arrive malheureusement dans la course automobile. Comme j'ai dit, c'est légal techniquement, mais sportivement, ça ne l'est pas parce que c'est une aide au pilotage. Donc, la FIA a été obligée de, disons, sévir là-dessus. Donc, Ricardo a perdu sa sixième place et Hülkenberg, c'était sa dixième, neuvième, neuvième. Bon, c'est parce qu'il y a eu toutes sortes avec l'ennui du drapeau à damier qui a, disons, tout débalancé les trucs. Donc, Hülkenberg avait fini dans les points de toute façon. Et en plus de cela, en plus de cette disqualification, il y a toute cette affaire avec l'alliance Renault-Nissan dans l'affaire Carlo Ghosn. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est plus dans l'organisation Renault où ça a très mal été. Donc, et en plus, il y a beaucoup de questionnements concernant leur avenir en Formule 1 parce que, bon,
Renault-Nissan est aussi impliqué en Formule E, plus dans le compte de Nissan, parce que Renault s'est retiré en fait du programme de Formule électrique pour se concentrer vers la Formule 1 et laisser la tâche à Nissan. Mais c'est très sombre pour l'instant chez Renault. Heureusement, Daniel Ricciardo et Nico Hülkenberg ont été très performants. Bon, Hülkenberg est malchanceux avec l'accrochage avec que Fiat, mais Ricciardo a été bien meilleur, un très bon départ et surtout une très bonne gestion des pneus, une très bonne stratégie. Euh, il a été un des premiers à s'arrêter pour la gomme dure et il est resté là. Je pense que c'est même ça qui... En fait, c'est plus l'inverse parce que Ricardo est parti avec la gomme dure pour aller en médium et c'est ce qui a en fait inspiré les meneurs, donc les Hamilton et compagnie, plus Hamilton, parce que la gomme dure avait une dégradation très faible. C'est parce que c'est la gomme, comme le nom le dit, c'est la gomme la plus dure d'entre tous. Donc c'est sûr que la durabilité du pneu était beaucoup plus longue que la gomme tendre rouge ou la médium en jaune. Donc Ricardo a été capable de rester dans le top 10 et lorsqu'il s'est arrêté, il avait un très bon coussin pour revenir dans le top 10 et attaquer Sergio Perez. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, mais au moins il revient avec une belle huitième place. Alors, moi je dois dire Ricardo a été excellent, surtout qu'il est parti 13e et j'avais partagé la vidéo sur les réseaux sociaux, sur Facebook entre autres, où on le voit en train de lâcher un gros sacre lorsqu'il est à la pesée, parce qu'il s'est qualifié 13e, c'était très compliqué. Et là, il a transformé toute cette énergie négative en quelque chose de positif. Il a bien aimé sa course, malgré tout. Et je dois dire, il a été excellent. Quant à Nico Hülkenberg, je sais il n'a toujours pas de contrat. On ne sait pas encore ce que l'avenir lui réserve en 2020. Est-ce qu'il va rester en Formule 1? Est-ce qu'il va aller tenter sa chance ailleurs? Mais en attendant, il s'amuse très bien. Il réussit à ramener sa Renault dans les points. C'est juste dommage que, bon, comme je l'ai dit, Daniel Kvyat l'ait tapé par derrière et l'ait laissé sans aileron arrière. Mais en tout cas, l'Allemand s'est retrouvé dans le top 10. Un très bon départ, très bonne stratégie aussi. Mais un point pour moi, c'était pas suffisant pour Hülkenberg. Il méritait beaucoup mieux. Mais au moins, il reste devant Toro Rosso qui marque 2 points gracieuseté de Pierre Gasly. Sinon, j'en avais un peu parlé des McLaren. Sainz 13e, Norris abandon. C'est dommage parce que l'écurie pouvait continuer sur leur belle lancée du Japon. Ben, en plus pour Carlos Sainz, Norris lui a été très malchanceux parce qu'il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Évidemment, l'arrêt au puits ne s'est pas déroulé comme prévu. Au Japon, c'était des problèmes de frein à cause des débris de la Ferrari de Leclerc qui se sont retrouvés dans les radiateurs. Donc, le jeune Britannique était vraiment pas chanceux. C'est vraiment dommage parce que je pense que McLaren aurait pu repartir de Mexico avec beaucoup de points en banque. Sinon, moi je dois dire des déceptions chez Alfa Romeo, Haas, surtout Haas parce que ça ne va pas très bien. L'écurie a été éliminée en Q1 à chaque Grand Prix du Mexique. Depuis 2016, ils n'ont jamais atteint la Q1. On savait que ça allait être très difficile. La voiture ne répond tout simplement pas aux attentes.
Alors, c'est juste dommage. Et en plus, Romain Grosjean se termine entre les deux Williams. Donc, c'est juste pour dire à quel point c'était une course très mauvaise pour le Français. Magnussen a quand même bien fait dans les circonstances, 15e, mais il n'était pas question de marquer des points. Je veux terminer ce podcast du Grand Prix du Mexique avec l'ambiance. Parce que j'ai énormément aimé l'ambiance la fin de semaine. Pendant la fin de semaine, je sais que, bon, j'ai 27 ans. Le dernier Grand Prix du Mexique remonte justement en 1992. Mais j'ai tellement été impressionné. Quand je lisais les livres d'histoire sur la Formule 1, j'ai regardé les images, quelques vidéos, et je voyais quelques vidéos du Grand Prix du Mexique. Et je me disais, c'est un très beau circuit, l'autodromo Hermanos Rodriguez. Mais lorsque la Formule 1 a décidé de revenir au Mexique en 2015, avec un circuit revampé et avec un passage dans le stade, moi je pensais que ça allait être une course relativement plate. Mais non, au contraire, ça a été très bien. Parce que non seulement, bon, t'as le facteur Sergio Perez, mais bon, il y avait Esteban Gutiérrez aussi en 2016, mais c'était tout. Il n'a pas fait long feu. Mais t'avais Sergio Perez qui avec Force India slash Racing Point qui qui fait du très bon travail et qui attire énormément de personnes. Mais les courses là-bas sont relativement bonnes. Celles d'en fin de semaine, on ne savait pas sur quel pied danser. On ne savait pas sur quel pied danser. Pour les écuries, ils ne savaient pas sur quel pied danser. Nous, on ne savait pas qui allait remporter la course parce que les stratégies étaient différentes l'une d'entre elles. Mais d'entendre les fans célébrer chaque bon mouvement de Perez, ça c'est ce qui me rendait heureux. Parce que moi j'aime ça voir la foule en délire lors d'un Grand Prix. On ne les entend pas souvent, mais quand c'est le cas, là, c'est magnifique. Je l'ai vécu lors du Grand Prix du Canada lorsque Sébastien Vettel a obtenu la pole position. J'étais dans les tribunes, dans les S de Sénat, et ça criait. Ça criait énormément. En Italie, c'est la même chose, mais au Mexique, c'est autre chose. Avec le passage dans le stade où tu entends tout le monde, tu vois des dépassements qui se font, c'est magnifique. Et en plus, le vendredi, ils étaient presque 92 000 personnes. 92 000 personnes pour le vendredi qui est synonyme d'essai libre. C'est beaucoup. Parce que je sais qu'à certains endroits, que je ne nommerai pas, Bahreïn, Abu Dhabi, c'est vide. Mais dans des grands prix où il y a une passion pour la Formule 1, par exemple, Monza, Montréal aussi, et Mexico, là on voit que ils sont prêts à être là le vendredi toute la journée pour voir les pilotes rouler pendant 3 heures de temps. Et que dire du podium? Waouh! Le podium, ma foi, de voir Lewis Hamilton arriver avec la Mercedes qui l'a propulsé vers la victoire sur le podium, qui est énorme, avec un podium lumineux, un podium, on peut dire, électronique, on peut dire. Moi, je dois dire, bravo à l'organisation du Grand Prix du Mexique. C'est pas pour rien que l'organisation du Grand Prix du Mexique remporte le prix pour le meilleur Grand Prix en termes de promotion, d'organisation aux yeux de la FIA, parce que je sais pas, bon, j'aimerais ça aller au Grand Prix du Mexique avec Austin et Montréal. Ben, plus Austin qu'à Montréal, j'y vais à chaque année à Montréal anyways. Mais je sens que les fans sont très bien
accueilli. Le personnel de la Formule 1 l'est tout autant. Dans les paddocks, il y a plein de kiosques. Il y a même un salon de barbier parce que on se rapproche du Movember. Donc, il y en a qui se sont rasé la moustache pour la cause, entre autres Carlos Sainz. Il y a de la bouffe, il y a des tacos, des fajitas. Donc, le personnel est très bien accueilli. Les fans le sont tout autant. Je pense en rapport qualité-prix, là, c'est probablement un des meilleurs du championnat. Donc, je suis très content de voir que le Grand Prix du Mexique a été renouvelé jusqu'en 2022. Ben, on va dire le circuit en tant que tel, parce que dès l'année prochaine, ça ne s'appellera plus le Grand Prix du Mexique, mais bien le Grand Prix de Mexico City, parce que le gouvernement fédéral a décidé de retirer son soutien financier au Grand Prix du Mexique parce qu'ils veulent se concentrer non seulement sur éponger les dettes, mais aussi pour se concentrer sur plusieurs projets d'urbanisation à Mexico et un peu partout aussi au pays. Donc, je comprends tout à fait la raison, mais au moins c'est bien que d'autres paliers gouvernementaux et privés aussi aient décidé de garder l'événement à Mexico. Donc, dès l'année prochaine, ce ne sera plus le Grand Prix du Mexique, mais bien le Grand Prix de Mexico City. Mais peu importe le nom, on aura toujours la même ambiance et j'espère qu'on va la garder pour les 3 prochaines années, mais même au-delà de 2022. Et surtout que la semaine prochaine, ben en fait, cette fin de semaine, c'est le Grand Prix des États-Unis à Austin, sur un circuit qui a été désigné pour non seulement la Formule 1, mais aussi pour des spectacles. Il y a un gros amphithéâtre. Il y a l'observatoire qui est ma foi, exceptionnel. Puis il y a même un terrain de soccer parce que il y a l'équipe de soccer dans la USL qui est un peu l'équivalent de la deuxième division aux États-Unis. Le Austin Bold, qui est une équipe récente qui joue ses matchs à l'intérieur du circuit des Amériques. Mais en termes d'ambiance pendant un Grand Prix de Formule 1, c'est magnifique. Et en plus, il y a des spectacles. Bon, à Mexico, il y a eu Tiesto qui était là tout de suite après l'épreuve. Un succès. D'ailleurs, j'ai regardé, je pense, 15 minutes de son spectacle sur Facebook, qui était diffusé par la F1. C'était magnifique. Et à Austin, ben, il va y avoir Imagine Dragons vendredi, Pink samedi, tout de suite après les qualifications, qui d'ailleurs ont été devancées un peu plus tard à genre 16h heure du Québec. Et dimanche, ben, t'as Kool and the Gang qui va clore le Grand Prix des États-Unis avec leur chanson Celebration probablement. Donc, c'est ça qu'il faut, ça prend de l'ambiance parce que la Formule 1, c'est un festival qui arrive une fois par année. C'est un événement qui arrive une fois par année. Donc, il faut en tirer profit. Il faut l'avoir au maximum. Il faut vivre au maximum. Excusez-moi. Ouais, j'ai un petit mal de gorge. Mais il faut en profiter. Alors, c'est sûr que si t'arrives, t'as pas une expérience client enrichissante, c'est sûr que tu vas regarder la course chez toi, c'est sûr que tu vas sauver de l'argent, mais si tu veux vraiment vivre l'expérience de voir les voitures rouler à 300 km/h, entreprendre des virages avec brio et tout, de voir les pilotes de près, il te faut une expérience client bonifiée avec cela, et je pense que c'est ce que Mexico a compris. C'est ce qu'ils ont fait. Le passage en stade, là, c'est tout simplement A1. Alors, Dieu merci, on a Mexico et les États-Unis qui offrent tout le temps du très bon spectacle, autant en piste que dans les coulisses. Donc, ce sont des
des courses à garder absolument, évidemment avec certaines courses européennes. C'est ce qui complète l'épisode numéro 26 du bulletin F1. La semaine prochaine, on va revenir sur le Grand Prix des États-Unis et qui sait, on va peut-être parler de Lewis Hamilton, 6 fois champion du monde, puisqu'il n'a besoin que de 4 points pour mettre la main sur son 6e titre de champion des pilotes. Et est-ce qu'on aura une aussi bonne course qu'on a eu l'année passée avec un duel entre Kimi Räikkönen, Max Verstappen et Lewis Hamilton? C'est à suivre. On va en parler avec Brian et Marc-André qui vont être là. Sinon, vous pouvez alimenter la conversation sur nos réseaux sociaux, sur facebook.com/bulletin F1 ou sur twitter.com avec la mention le bulletin F1 en un mot. Et je voudrais prendre le temps aussi de vous remercier pour les bons mots concernant le podcast qu'on avait réalisé avec Mélanie Peruti, la sœur de Jules Bianchi, la semaine dernière. C'est très apprécié. D'ailleurs, si jamais vous voulez réécouter cet épisode spécial ainsi que les autres du bulletin F1, vous pouvez le faire non seulement sur notre site internet bulletinf1.com, mais aussi sur toutes vos plateformes de podcast préférées, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, Google Play Music et autres. Et ça va nous faire un grand plaisir de recevoir vos commentaires, vos feedbacks, pour qu'on puisse s'améliorer et qu'on puisse garder la conversation sur la Formule 1. Évidemment, on a notre site, comme je le répète, bulletinf1.com, avec les avant-courses, les bulletins de notes et quelques chroniques aussi sur le merveilleux monde de la Formule 1. Je suis votre animateur Abdoussal. Merci d'avoir été là. On continue toujours de rouler. Et si vous écoutez cet épisode le jour de l'Halloween, je vous souhaite de manger beaucoup de bonbons et de ne pas être trop mouillé si vous êtes au Québec parce qu'il annonce énormément de pluie pour jeudi et des vents violents vendredi. Donc, et surtout vendredi, bonne raison de revenir à la maison le plus tôt possible pour regarder le Grand Prix des États-Unis, la séance d'essai libre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe où vous êtes. Merci beaucoup et à la prochaine!